Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 31 octobre 2025. C'est une journée vraiment d'automne, c'est-à-dire il pleut et c'est sérieux comme il pleut. Et puis voilà, ça fait partie de la saison. Et donc aujourd'hui, c'est aussi, comment dire, la fête de l'Halloween. Je dois vous dire que la fête de l'Halloween, pour moi, quand je suis arrivé au Canada, c'était une surprise parce qu'on n'avait pas ça en Europe. Et puis, j'ai trouvé ça très amusant, surtout pour les enfants. Et puis, OK, j'espère que c'est toujours agréable pour eux aussi ce soir. Et puis c'est tout. Nous, en famille, on a un petit chien et donc on a un costume pour petit chien pour l'Halloween. Et puis on finira pour le promener aussi, s'il ne pleut pas. Une fois dit tout ça, est-ce qu'on doit être heureux? Oui, pas seulement pour l'Halloween, finalement, mais être heureux pour le fait qu'on baisse les taux d'intérêt. Donc la Banque centrale américaine, cette semaine, a baissé les taux d'intérêt de 25 points de base. Apparemment, il promet, mais les mots promesses, c'est un peu trop fort peut-être, de les baisser encore dans la prochaine réunion qu'ils vont avoir, peut-être en décembre. Donc, ça va, les taux d'intérêt baissent. Pourquoi? Parce qu'on suppose qu'il n'y a plus d'inflation, ou presque pas. Et au Canada, on a fait la même chose, on a baissé les taux d'intérêt. Donc, tout est bon pour ceux qui payent des hypothèques, c'est très intéressant. Pas des hypothèques fixes, mais des hypothèques à taux variable. Voilà, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'une chose qui semble étrange, mais qui fait souffrir aussi beaucoup, c'est que les salaires réels des gens n'ont pas tendance à se mettre à jour avec l'inflation, tout ça. En d'autres mots, on est toujours un peu en retard avec les salaires. On gagne moins de ce qu'on devrait gagner si on tient compte donc de l'inflation. Donc la théorie, c'est la résistance des salaires réels à se mettre à jour. Et donc, c'est un phénomène économique en réalité, complexe aussi. Parce que, regardez, on va d'abord y aller étape par étape. Donc, à la page numéro 3, vous dit, la résistance des salaires réels désigne la tendance des salaires nominaux à ne pas s'ajuster à la baisse qu'elles subissent en période d'inflation ou de crise économique, préservant ainsi le pouvoir d'achat des travailleurs. C'est-à-dire, il y a un problème, une crise économique, enfin, toutes sortes de choses malheureuses, mais le salaire ne s'ajuste pas, il reste toujours le même. Conclusion, on s'appauvrit en quelque sorte avec le temps. Elle reflète la rigidité des salaires face aux variations des prix ou des conditions économiques. C'est ça justement. Il est rigide, le salaire, les conventions collectives et tout ça, les syndicats, c'est des choses qui protestent et tout pour avoir une amélioration salariale, mais c'est toujours après que finalement le salaire a vraiment perdu une tranche importante de sa capacité d'achat. Ce phénomène peut être influencé par des facteurs donc sociaux, institutionnels et économiques. Si on tourne la page, quelles sont les causes de cette résistance du salaire à s'ajuster à la réalité, donc de réalité économique et inclut l'inflation? Donc, un, c'est les négociations collectives. Les syndicats négocient pour maintenir ou augmenter les salaires nominaux face à l'inflation. Ils ne le font pas jour après jour avec l'inflation qui monte. C'est périodique. Mais comme là, à présent, je pense qu'on s'en va à Montréal, on s'en va à la grève des transports publics. Et justement, quelle était la dernière fois qu'ils ont fait la grève et tout ça? Ah, c'était une époque dans laquelle, bah, aujourd'hui, peut-être, moi, j'ai oublié. Mais aujourd'hui, ben, ils ont vu qu'avec l'inflation, ils gagnent moins avec un salaire fixe. Donc là, ils vont protester. Ça crée tout un... À part le fait que ça crée un malaise au public. Mais peut-être c'est ça que les syndicats cherchent, créer tellement de dérangements que finalement le gouvernement, disons, se met théoriquement à genoux et il paye ce que les gens payent, c'est-à-dire l'augmentation de salaire. Deuxième facteur, c'est justement, c'est les contrats de travail. Les salaires sont souvent fixés par des contrats à long terme, limitant les ajustements rapides. Donc, il y a d'un côté, vous avez les syndicats, de l'autre côté, vous avez des contrats de travail individuels par individu, donc par personne qui est engagée dans la compagnie. Ensuite, il y a trois, c'est les attentes des travailleurs. Les employés résistent à une baisse de leur pouvoir d'achat, créant une pression pour des hausses salariales, pour les hausses salariales. Donc, les employés résistent à une baisse de leur pouvoir d'achat. C'est-à-dire, ils se sentent malheureux, mais pas assez de faire encore, comme de protester vraiment. Et quatre, législation. Les lois sur le salaire minimum ou les protections sociales empêchent
les réductions de salaire. Et donc, ça, c'est aussi, c'est comme un phénomène inverse, mais en même temps, regardez le salaire minimum. Le salaire minimum, je pense qu'il a augmenté, je ne sais pas quand, mais moi, je me reviens à l'époque où, mais je parle d'il y a 50 ans, le salaire minimum était vraiment juste quelques dollars. Donc, il a augmenté avec le temps. Mais quand même, il représente en quelque sorte une réussite pour le travailleur, mais c'est une réussite en retard par rapport au réel coût de la vie. Si on continue, quelles sont les conséquences économiques finalement de ce, comment dire, ce qu'on appelle la résistance des salaires à se mettre à jour? L'impact sur l'inflation. La résistance des salaires peut alimenter une spirale salaire-prix où les hausses salariales entraînent une hausse des prix et vice-versa. C'est-à-dire, une fois on a combattu pour avoir une hausse de salaire, mais naturellement, les prix peut-être se mettent à monter, et en se mettant à monter, ben, ça annule l'augmentation de salaire. Euh, le chômage, si les salaires réels restent élevés, en période de crise, les entreprises peuvent réduire leurs effectifs pour limiter les coûts. Et c'est ça. Donc, compétitivité, une résistance excessive peut nuire à la compétitivité des entreprises, surtout dans les secteurs exposés à la concurrence internationale. Donc, quelles sont les conséquences? Ça peut être conséquences graves, finalement, mais c'est surtout le fait que les gens, finalement, gagnent moins, dépensent moins, forcément. Et quand ils sont un peu exaspérés, ben, ils font la grève et puis ils protestent et puis tout ça. Finalement, c'est tout un problème social et économique, tous les deux. On a des exemples de ça, mais si j'en ai collectionné, mais il y en aurait plusieurs au-delà de celles qui sont ici. Mais là, des exemples, on a l'année 1970 en Europe, il y a eu une forte résistance à des salaires réels en raison des syndicats puissants, contribuant à une stagnation, c'est-à-dire inflation puis stagnation économique. Je vous cite un exemple que je connais. En Italie, par exemple, une compagnie qui avait moins que, mettons, je crois, 15 employés, pouvait congédier les employés quand ils voulaient. Mais si la compagnie avait plus que 15 employés, les personnes avaient des droits à ne plus être congédiées. Donc, la compagnie voulait congédier, mettons, un employé, il ne pouvait pas. Il fallait qu'il le garde. Même s'il n'y avait pas de travail pour lui, ben, il était là, il était payé. Donc, ça, c'est la forte résistance à des salaires réels en raison des syndicats puissants, donc en contribuant à une stagnation. Mais justement, il y a des situations aberrantes qui se créent, finalement, comme celle que je vous ai dit dans le cas de l'Italie que je connais bien, donc dans les années 70. C'est-à-dire, on ne peut pas congédier quelqu'un, même s'il est en surplus de travail, on n'a pas besoin de lui si il dépasse, si la compagnie a plus que 15 employés. Ça, c'était à l'époque. Je ne sais pas si la loi est encore comme ça en Italie, mais ça freinait beaucoup l'économie. Parce que les compagnies, quand elles arrivaient à 15 employés ou à 14 employés, fini, créaient une autre compagnie. Et donc, il y a une multiplication de petites compagnies au lieu de favoriser une grande compagnie avec économie et tout. Finalement, on a eu ça dans les pays nordiques aussi. Les modèles de négociation collective centralisés ont souvent permis de maintenir les salaires réels tout en contrôlant l'inflation via des accords salariaux. Donc, finalement, dans les pays nordiques, la Suède, la Norvège et puis le Danemark, finalement, qui sont les trois pays typiques du Nord, finalement, eux, ils se sont arrangés bien, socialement parlant, au fait d'avoir de l'inflation et donc augmenter les salaires, mais d'une façon prudente et comme ça. On a eu aussi, plus récemment ici, on a eu la crise de 2008. Dans certains pays, la rigidité salariale a amplifié le chômage, notamment en Espagne et en Grèce. Mais ce n'est pas seulement ça. Comme je vous dis, moi, je connais assez bien l'Italie, et puis je parle italien, puis je regarde les journaux italiens. Et finalement, la crise de 2008 a fait vraiment de mal. Tellement de mal qu'on dit qu'encore aujourd'hui, le produit intérieur brut en Italie n'a pas changé par rapport à ce que c'était à l'époque, finalement. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de progrès réel dans le pays en produit intérieur brut, ou presque rien de progrès. Donc, pour vous dire que quand il y a une crise, la crise se perpétue.
Ça dépend beaucoup des lois, ça dépend de la résistance de la politique, des syndicats, tout ça. Voilà pour vous dire que la conclusion dans tout ça, c'est que la résistance à des salaires réels est un phénomène complexe influencé par des dynamiques sociales, économiques et institutionnelles. Elle peut protéger le pouvoir d'achat des travailleurs, mais aussi entraîner des effets négatifs comme l'inflation ou le chômage. Encore une fois, parce que oui, on augmente les salaires parce qu'on est obligé de les augmenter, mais parce qu'autrement tout ça, tout s'arrête, surtout dans les transports publics ou des choses comme ça. Mais finalement, quelle est la conclusion de tout ça? C'est que ça augmente les prix. Parce que finalement, on dit, oh, OK, les salaires ont augmenté, donc moi j'augmente le prix, mettons, du Coca Diet, plutôt de le mettre, je ne sais pas, à 3 dollars, je le mets à 3 $ et 25. Et petit à petit, ça, finalement, l'augmentation de salaire est absorbée par une augmentation des prix. Ça, c'est là une conclusion absolument valable. Donc, une gestion équilibrée, c'est-à-dire avec des négociations, des politiques publiques, est essentielle pour minimiser ces impacts négatifs tout en préservant les droits des travailleurs. Je dois vous dire, il y a aussi beaucoup d'illusions dans tout ça. Moi, je vois que les gens ils disent, ah, l'or est beau, c'est bien, on peut faire de l'argent avec, il monte, il monte, il monte. Oui, mais si vous regardez historiquement l'or, en 1980, l'or était à 800 dollars l'once. Et puis, aujourd'hui, il est à, je sais pas, 3000 dollars, peu importe où il est. Mais quand même, ça paraît qu'on fait de l'argent de 800 à 3000. Mais si vous tenez compte de la dépréciation de la valeur de la monnaie et vous mettez ça, mettons, dans un fichier qui vous dit, mettons, quel est le prix aujourd'hui de quelque chose qui avait un prix de 100 dollars il y a 30 ans, 40 ans, et il va vous dire aujourd'hui, tenant compte de l'inflation, et vous trouvez que l'or, plus ou moins, ça vaut à peu près toujours l'équivalent de 800 dollars US en 1980. Et ça, c'est l'effet. Où est-ce que vous trouvez ces logiciels? Vous allez à la banque, moi je dirais Banque du Canada, elle a un logiciel qui vous donne ça, c'est-à-dire quel est l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat des salaires. Une fois dit ça, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une belle fête d'Halloween et puis espérons qu'il ne pleut pas trop pour ce soir. Et voilà, et bonjour.